Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va revenir sur la troisième journée de groupe et plus globalement sur cette phase de groupe qui s'est terminée mercredi soir avec donc le groupe E et on va se projeter également sur les huitièmes de finale qui arrivent. On a déjà de belles affiches en perspective. Pour m'accompagner aujourd'hui, on a Jordan. Salut Jordan. Salut Coco, salut Martin, salut Louis. On a Martin. Salut Martin. Salut Coco, salut tout le monde. Et on a Louis. Salut Louis. Salut Corentin, salut à vous deux. Et sans plus tarder, on va commencer par revenir sur les résultats des gros favoris, en tout cas de ce qu'on a classé d'entrée de jeu comme des favoris pour la gagne, avec notamment Allemagne-Suisse, Martin, qui nous a un petit peu, on va pas dire régalé, mais c'était un plutôt bon match quand même. Par rapport aux autres matchs de certains favoris, c'était un des meilleurs. C'était un beau match avec des Suisses très courageux qui ont tout fait pour mettre en difficulté l'Est Allemagne et ils ont réussi. Ils l'ont bien fait. Franchement, la Suisse n'est pas passée loin de finir première de son groupe, parce que si on faut rappeler, si la Suisse battait l'Allemagne, ils finissaient première. Donc ça aurait pu changer pas mal de choses. Donc les Allemands n'ont pas fait tourner. Nous, on pensait qu'ils allaient faire tourner pour le dernier match et au final, non, pas du tout. C'était une erreur selon toi ? Non, pas forcément, parce que je pense que Nagelsmann avait besoin que son groupe reste dans le rythme de la compétition et pas perdre ce rythme-là qu'ils avaient bien trouvé sur les deux premiers matchs. Mais par contre, c'est peut-être un point fait parce que du coup, ils n'ont pas forcément rassuré par rapport aux deux premiers matchs, quoi. Donc, faire attention pour le reste de la compétition, mais un match assez intéressant. Une belle équipe de Suisse qui reste à suivre. Faut pas les sous-estimer. Plusieurs équipes outsiders dans ces huitièmes de finale et c'est de bonne augure. Ouais, et t'as juste oublié de le dire, mais voilà, Niklas Füllkrug est entré et derrière. Et il a marqué à la dernière minute, comme ça, un vrai neuf à l'ancienne, à l'allemande aussi. Comme on les aime, comme on n'a pas en France, quoi. Exactement. Ensuite, on a eu Espagne-Albanie. Attends, juste, je peux rajouter un mot sur la Suisse. Bien sûr. La Suisse, déjà, c'est une équipe surprenante qui, en vrai, à chaque compétition internationale, limite, nous fait la bonne surprise. Mais si on m'avait dit que ce serait la meilleure équipe francophone sur cet Euro, je n'aurais pas cru dès le début. Après, ça reste que la phase de groupe. Ça reste que la phase de groupe, mais quand tu regardes. Tu peux être précis, il ne parle pas que francophone. Enfin, il y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs langues. Il y a un peu d'allemand, voilà. Mais la Suisse, ça a été très beau. Après, oui, l'Allemagne, je pense qu'ils n'ont pas tout donné non plus sur ce dernier match. Non, ils étaient un peu émoussés physiquement. Ouais, et je pense que c'était plus dans la gestion aussi. Mais eux, ils ont fait leur coup et c'est que de bon augure pour la suite. Ouais. Après, il y a eu du coup Espagne-Albanie le lendemain et là pour le coup c'était pas forcément le match à regarder, on va pas se mentir, il s'est pas passé grand chose. Les Espagnols comme d'habitude ont dominé leur adversaire et clairement voilà, c'est une victoire 1-0 logique, méritée des Espagnols qui avaient fait tourner, ils avaient mis l'équipe des coiffeurs comme nous on l'aime appeler en France et donc voilà, but de Ferran Torres qui nous a régalé sur ce but magnifique, plat du pied comme on les aime, et puis donc il a signé son premier but dans cet Euro. Pour l'Espagne, c'est donc un troisième clean sheet en 3 matchs. Avec une phase de groupe totalement réussie de la part des Espagnols, 9 points sur 9 obtenus. Très belle défense française. Et 5 buts marqués dans ce groupe de la mort, donc très très belle équipe espagnole. Ensuite, on a eu par contre un match à ne surtout pas regarder, un match catastrophique. Louis, Angleterre-Slovénie, c'est peut-être l'un des pires matchs de cet Euro. Peut-être l'un des pires, ouais, non. Toujours assez déçu de l'Angleterre. 12 tirs pour que 4 cadrés seulement. C'est trop peu. Et puis la seule différence que tu fais, le seul but que tu marques, c'est sur un jeu. Oui. Donc c'est assez frustrant et au final on est toujours on a l'impression qu'ils ont peur, qu'ils essayent de se cacher derrière un jeu où on a la balle, on domine, mais bon, ça rentre pas dans les phases d'élimination directe, au pire des cas il y a la prolongation, mais face à des équipes comme ils affrontent qui en la Slovaquie en 8e, oui. Ça peut faire mal, ils peuvent se faire avoir sur un match, donc c'était pas très rassurant. En revanche, pour la Slovénie, moi j'étais quand même très satisfait, j'en parlerai après, mais ils ont été défensivement présents. C'est la première fois qu'ils se qualifient en phase d'élimination directe dans une compétition internationale. Donc chapeau à eux, mais ils ont fait le job. Ils ont fait le job, exactement. Et puis Jordan, on a eu un match peut-être l'un des meilleurs de cette troisième journée pour le coup, avec une grande surprise. Bon, le Portugal est fait tourner, mais la Géorgie... surtout une des plus belles prestations pour une équipe outsider, la Géorgie qui a gagné donc 2-0 le Portugal ce mercredi soir. Avec un duo Kvaratskhelia, Mikotadze, le meilleur de cet Euro. Peut-être en Ligue 1 dès cet été, les deux.
Oui, peut-être l'un au PSG et l'autre du côté de l'OL ou Monaco. Mais si on m'avait dit que le meilleur joueur de l'Euro, le meilleur buteur de l'Euro serait le numéro 9 du FC Metz, j'aurais pas cru. Mais c'est mérité. En fait, ils ont proposé un jeu où ils laissaient le ballon aux Portugais. Mais grâce à un milieu de terrain et de bonnes récupérations, en fait, dans la transition, ils leur ont fait super mal. C'est là d'où viennent leurs 2 buts. Avec une récupération de Mikotadze qui part, qui décale Kvaratskhelia à but. Et pareil pour la provocation du penalty. Une spéciale Mikotadze, j'ai envie de dire, il enrhume les défenseurs et derrière il se fait toucher. De la chance, mais c'est ce qu'il faut aussi pour ce genre d'équipe. C'est de la chance, mais surtout il faut se la provoquer. Et côté portugais, j'ai envie de dire, on a un peu vu les démons, alors ça reste moindre, mais face aux Marocains à la Coupe du Monde, où t'arrives pas à marquer face à une équipe qui joue très bas, et en fait tu te fais punir derrière. Ça a été le cas. Moi, j'ai envie de souligner le problème, c'est que dans cette équipe, il y a Ronaldo. Je veux pas dire qu'il leur cause du tort, mais j'ai l'impression que les coéquipiers autour, ils ont une pression monumentale de jouer avec CR7. On dirait que dès qu'ils croisent leur regard, le regard de Ronaldo, il tremble. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, mais avant, 2016, oui, ça a été le cas, mais avant, Ronaldo, il portait cette équipe à la fois émotionnellement, mais aussi sportivement. Là, on voit que sportivement, ce n'est plus le meilleur de l'équipe. Faut être honnête. Donc, il peut plus prendre tout ça sur son dos. Du coup, on va revenir sur la phase de groupe et on va revoir un petit peu les classements de chaque groupe, avec notamment le groupe A, l'Allemagne qui finit en tête et qui s'est fait peur pendant de longues minutes avec 7 points devant la Suisse, 5 points. La Hongrie, avec ses 3 points, malheureusement, la différence de but n'est pas qualifiée pour ses 8e de finale, n'est pas repêchée. Dans le groupe B, l'Espagne, l'Italie sont qualifiés. L'Espagne, comme on l'a dit, un 9 sur 9. La Croatie éliminée après un match fou face à l'Italie, un partout. Le groupe C voit ses 3 premiers qualifiés, avec l'Angleterre avec 5 points et le Danemark et la Slovénie avec 3 points. Le groupe D de la France, donc c'est la grande surprise, l'Autriche qui termine en tête avec 6 points, devant les Bleus 5 points et la Suisse 4 points. Les Pays-Bas 4 points. En ce qui concerne le groupe E, la Roumanie, tout le monde a le même nombre de points, ça joue juste à la différence de but, et donc c'est la Roumanie, la Belgique et la Slovaquie qui se qualifient. Et enfin pour le groupe F, c'est le Portugal, la Turquie et la Géorgie qui se qualifient. On a quand même eu pas mal de surprises, et en 8e de finale on va avoir de très belles affiches, notamment je retiens un France-Belgique, la revanche peut-être, pourquoi pas, pour les Belges de 2018 et de 2021 avec cette Ligue des Nations. On a un Italie-Suisse aussi, et un Allemagne-Danemark qui risque de faire très très mal. En soi, je l'avais même pas relevé, mais c'est vrai que l'Autriche-Turquie, ça reste 2 équipes joueuses, surtout très surprenantes là dans cet Euro. L'Autriche qui finit devant la France et les Pays-Bas, j'aimerais bien voir dans les braquettes qui l'avait mis. Et la Turquie qui avait pas le groupe le plus relevé, mais il fallait le faire, et ils ont montré avec des joueurs comme Arda Güler qu'ils pouvaient être très beaux à avoir joué et très surprenants. Ouais, ça va être un beau duel. Surtout que la Turquie, sur les précédents Euros, même Coupe du Monde, ils avaient largement déçu. Donc eux aussi doivent se rattraper, et cette bonne phase de groupe est de bonne augure pour justement se rattraper. Allez, on passe à ce qu'on attend tous forcément dans cette émission. Le jeu. Et non, pas encore le jeu. France-Pologne qui nous a forcément tous déçus. Enfin, vous allez me le dire après, mais un match qui s'est conclu par un partout avec 2 pénaltys. Globalement, c'était pas très sexy à regarder, on va pas se mentir. C'est loin d'être le match de l'Euro, et encore une fois, les Bleus nous ont montré une prestation bien décevante. On l'avait dit sur ce plateau que les Bleus devaient absolument gagner en fait face à la Pologne, et c'est pas chose faite. Du coup, voilà, les Bleus terminent 2e. Est-ce que pour vous, ils font encore partie des favoris? Jordan, je te laisse commencer. Oui, alors avant on avait un problème, c'est qu'on n'était pas beau à voir et on gagnait. Là, on n'est pas beau à voir et on gagne plus. Mais ça reste. C'est inquiétant quand même. Ça inquiète, mais je me fais pas trop de soucis parce que on est toujours surpris par cette équipe de France, et on sait qu'elle commence vraiment son tournoi à partir des 8e. Après la Belgique, là, même si on passe ric-rac, on pourra peut-être tirer 2-3 conclusions, mais jamais avec Didier Deschamps, il faut tirer des conclusions en phase de poule. Que ce soit à l'Euro 2016, déjà, on n'avait pas fait une phase de poule si exceptionnelle que ça. On termine quand même premier de ce groupe. Ouais, on termine premier, comme en 2018, je crois, on termine premier de la phase de groupe, serein. Mais quand tu regardes la phase de groupe de 2018, t'avais des idées suicidaires. Au-delà des matchs, des performances, tu vois que t'arrives même pas à accrocher cette première place qui était accessible. C'est peut-être ça qui est inquiétant aussi. Moi, je viens de dire aussi, ça se joue sur des détails. Si les règles des pénaltys étaient mieux faites, on aurait été premier du groupe.
Après, avec Dessy, on refait le football, mais ça va dans les deux sens. Eh ben écoute Jordan, les Français sont pas d'accord avec toi parce que on a fait un sondage Instagram. C'est la démocratie. Sur notre compte du Money Time. Il y en a qui ont du mal à le voir. On est revenu sur la phase de groupe. Et globalement, on a 68% des Français qui sont déçus de nos bleus. 20%... mais je dis pas. Attends, mais je dis pas que je suis content. Mais je dis juste que s'ils sont encore favoris, bah oui, je pense que ces 3 matchs, ils n'ont pas le statut de favori. Est-ce que t'es déçu Oui, toi, si tu commences. Mais bien sûr que je suis déçu dans le sens où on aimerait en voir bien plus, que ce soit des individualités ou du collectif. Mais inquiet, non. Et voilà, mais ça fait partie aussi des Donc les Français sont inquiets. 12% ne sont pas inquiets. 12%. 12%. Sinon, le reste trouve que la phase de groupe, du coup, c'est logique de la part des Bleus qu'ils soient deuxième après ces prestations. Et 68% sont déçus. Donc ça montre que les Bleus, enfin que les supporters français n'y croient pas vraiment dans cet Euro, Martin. Comme moi j'y crois pas du tout franchement. Comme l'a dit Jordan, avant on n'était pas beau, on n'était pas impressionnant, on gagnait. Là on gagne même plus. Ce qui faisait la force de Deschamps, c'était son groupe. Là on a l'impression qu'il l'a perdu. Quand on voit les différentes sorties depuis avant-hier, c'est inquiétant. Tu parles de celle de Youssouf Fofana ? Entre autres, hein, mais elle a corrigé. Mais pas que. Tu sens que Griezmann sur le banc, Deschamps qui lui fait des reproches alors que c'est son joueur depuis 12 ans. Ça c'est vrai. C'est son joueur favori. Dans les déclarations qu'on peut entendre sur Giroud, comme quoi il peut pas tirer le groupe vers l'eau, alors que Giroud est toujours sélectionné par Deschamps, même quand ça allait pas. Tu sens que il est en train de perdre son groupe, et c'est ça qui me fait dire que c'est inquiétant. Et la France ne peut pas être parmi les favoris quand tu fais match nul contre la Pologne qui n'a plus rien à jouer, qui s'est fait rouler dessus par les Pays-Bas et l'Autriche. Une équipe déjà éliminée, et tu fais pas mieux qu'un match nul. C'est inquiétant, c'est horrible. Et surtout avec la manière, tu marques encore sur un seul penalty. Et t'as rien montré dans le jeu. Aucun but dans le jeu. T'as rien montré dans le jeu, franchement c'est inquiétant, et je pense que c'est même le pire match des 3. Hein. Là on a vraiment rien montré du tout. Par Barcola qui a fait quelques petites différences, et Mbappé qui a tenté quelques fois, mais là franchement dans le jeu de l'équipe de France c'est trop pauvre, et je vois pas comment on peut aller chercher la victoire à la fin de cette compétition. On va juste écouter, pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux joueurs qui critiquent leur groupe, leur effectif. Il y avait Youssouf Fofana qui était interviewé en zone mixte, et il n'a quand même pas été tendre avec son effectif. Mais après je vais apporter une précision. On va l'écouter. Peu de marge entre les deux matchs, donc c'est compliqué de travailler physiquement. Après il faut s'adapter aussi aux coéquipiers. Je veux bien rentrer à la 87e et amener du punch, mais si tous les autres ne me suivent pas, je ne vais pas attaquer tout seul. Donc il faut s'adapter quand même à ceux qui sont autour de vous et voir si le score il est à notre avantage ou pas, parce qu'on a un peu la sécurité dans tout ça. Jordan, c'est quand même des mots forts de la part de Youssouf. En fait, les mots ils sont là, mais je pense vraiment qu'il y a une mauvaise interprétation, parce qu'on l'entend pas trop avant, mais dans la question du journaliste, c'est un petit peu une question sur l'animation du jeu. Lui, il dit qu'il veut apporter du punch et qu'il aimerait, mais c'est peut-être pas en fait ce qu'on lui demande de faire. Et aussi, il rentre à la 87e, les joueurs à côté, mais dire que ils leur tirent pas dessus, mais c'est logique, ils sont cramés. Il dit quand même, je rentre, personne ne me suit. Oui, mais c'est pas forcément négatif. Moi, je pense que quand il dit ça, c'est plus dans le sens où, moi, ok, j'arrive à la 87e, en fait, j'ai un surplus d'énergie comparé aux autres. Je vais pas leur demander de faire ce que moi je pourrais faire, alors qu'on a plus du tout la même condition physique. Il était pas le seul non plus à rentrer dans ce match. Je veux dire, il y a eu d'autres changements avant. S'il dit ça, c'est tous ses coéquipiers, que ce soit sur le banc et sur le terrain aussi. Après un match comme ça, t'es obligé d'être un petit peu touché, mais je pense qu'on en fait un petit peu trop autour de cette déclat quand même. Louis, est-ce que pour toi les Bleus, malgré ces prestations, font encore partie des grands favoris de l'Euro ? Je t'ai répondu non, mais si tu me redemandes dans 10 minutes, je peux te dire oui, parce que je suis très indécis sur cette équipe de France. Ce match face à la Pologne, j'ai vraiment pas compris l'animation offensive. En fait, on a demandé Barcola, on l'a eu, très bien, il a fait les différences, mais Mbappé joue dans la même zone que lui. Je vous invite à regarder les hitmaps. Oui, on en parlait pendant le match. C'est insupportable. Et en fait, c'est pas que c'est insupportable, c'est qu'il y a un déficit au milieu de terrain. Celui qui vient devant la surface, c'est N'Golo Kanté. C'est ça depuis le début. C'est le pire, c'est que depuis le premier match, il fait que ça. Il fait que ça, mais sur le premier match, c'était normalement Marcus Thuram. Vous savez que j'apprécie beaucoup ce joueur, et vous pensez peut-être que j'en fais trop, mais au moins il avait cette présence dans la surface qu'il n'a pas eu face à la Pologne. Et c'est pas à Kanté de le faire. Pour moi, si Deschamps veut garder cette animation avec Barcola Mbappé, qui a bien marché des fois sur son côté,
faut qu'il remplace Tchouaméni ou Kanté par Youssouf Fofana. Et je suis d'accord qu'il n'y a pas de punch. Il n'y a pas de punch parce que les joueurs, en fait, ils n'ont pas cette habitude d'aller de l'avant. L'équipe est trop désorganisée sur le côté gauche. Quand tu regardes, tu as Théo Hernandez, Rabiot, Barcola, Mbappé qui se marchent dans les pattes. C'est pas ce qu'il faut. Griezmann, quand il est là aussi. Griezmann aussi. Griezmann qui n'a pas le même impact. Je crois qu'il a 1,86 expected goal sur l'Euro. Vous prenez comme vous voulez la stat, mais ça montre quand même que il est là et qu'il y a un manque d'efficacité de sa part. Donc je trouve que... Oui, t'inquiète, fini. Et je trouve que du coup, si on revient comme on a joué face à l'Autriche au premier match, on peut aller au bout. Si on continue à jouer comme ça, on va s'en mêler les pieds, on va dans un système qu'on ne connaît pas, et là, on va se faire éliminer par les Belges. Après, malheureusement, dans le premier match, il y avait aussi ce problème d'efficacité. Oui, bah là, c'était le plus marquant. C'était le plus marquant, et c'est en fait ce qui... J'ai l'impression que c'est un peu ce fil rouge qui suit les Bleus, c'est cette efficacité, cette inefficacité, pardon, qui suit les Bleus depuis le premier match, et qui est quand même très inquiétante, et j'ai même envie de dire, depuis les matchs de préparation. Louis a énormément raison sur l'animation offensive, qui est comparable à celle du PSG, j'ai envie de dire. En fait, quand on a Barcola qui avance le ballon sur son côté gauche, il y a Mbappé qui vient le demander en retrait. Et je trouve que c'est pas du tout un schéma qu'on devrait autant voir. On peut le voir sur quelques séquences, parce qu'après ça peut combiner, mais pas autant. Et après, quand tu changes le jeu et que tu as Dembélé qui du coup est seul sur son côté et qui l'envoie comme il peut dans la boîte, un coup c'est sur le défenseur, un coup c'est en 6 mètres. Mais bref, quand il l'envoie dans la boîte et que tu as Kanté, comme l'a dit Louis, qui vient essayer de couper la ligne de passe, qui bien souvent est trop court, c'est pas pour faire une mauvaise référence, mais non, mais c'est vrai, je veux dire, il manque de l'animation. Moi j'aimerais qu'on la comble au-delà d'un Thuram par un Giroud, mais faudrait remodeler tout ça et vraiment qu'un Mbappé garde sa ligne, ou je sais pas, qu'on ait plus de profondeur en fait dans cette équipe. On va écouter notamment le premier concerné, Didier Deschamps, sur l'inefficacité, je vais y arriver, des Bleus dans ces 3 matchs, et notamment face à la Pologne, et il est revenu un petit peu sur cette phase des corners, avec notamment des joueurs qu'il trouve un peu trop grands en face. Après, le mot déchet, vous l'interprétez comme vous voulez. Pour être dangereux sur corner, je peux vous assurer que quand je fais mes compos, quand vous avez 6 mecs à plus d'1m90 en face, parce que c'est la réalité. Je dis pas que j'ai que des petits ou des moyens, j'ai quelques grands, mais il y a ça aussi aujourd'hui. Et contre les Pays-Bas, c'était pareil. Donc, pour rivaliser et être efficace dans ce domaine-là, oui, et il vaut mieux jouer au sol et rapide. C'est pour ça que j'avais fait ce choix d'avoir 3 joueurs offensifs qui vont sur la vitesse et les enchaînements au sol, parce que si on va aller lutter dans les airs, quand c'est le point fort d'une équipe, maintenant plus on cadre de tir, évidemment c'est mieux. Ça veut dire qu'on frappe aussi, mais malgré tout sur les 7 cadrés, il y a eu de très beaux arrêts du gardien. Bon, je sais pas si on doit rire ou pleurer après cette interview. Martin, on fait quoi là ? Attends, mais 2 trucs. Pardon Martin, mais ok, tu veux pas jouer sur la taille. Tu mets 3 joueurs de vitesse. Elle a été où la vitesse dans le jeu là ? Et puis même, j'ai envie de dire, si j'ai envie de défendre, de ne pas défendre Didier Deschamps, je me dis qu'en 2018, on avait Varane Umtiti. Umtiti faisait pas 1m90 et pourtant il arrivait à claquer des têtes. C'est quoi ? Il va nous demander de mettre aux Polonais de mettre des joueurs moins grands, c'est ça le problème ? On va dire, attends, s'il vous plaît les gars, vos joueurs sont trop grands, respectez-nous, mettez les plus petits. Faut s'arrêter. Non, Deschamps il est perdu là. Là, on l'a perdu de DD, c'est fini, il est terminé, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi inventer, il sait même plus quoi dire. Déjà en plus faire tirer Dembélé sur les corners, pareil, ça c'est lunaire. Tu disais tout à l'heure qu'il mettait des ballons dans la boîte. Je les voyais bien à côté de la boîte, moi, les ballons. Hein. Franchement, même s'il y avait quelqu'un dans la surface, je voyais dans les tibias des défenseurs. Ou alors très très loin. Et je me demande ce que même s'il y avait quelqu'un, même un Giroud, il n'était pas assez grand pour aller chercher ces ballons-là. Hein. Donc non, c'est inquiétant, c'est terrible. Et puis ça montre comme quoi Deschamps est perdu et on a l'impression qu'il sait plus quoi faire. Quoi. Il n'a pas de solution. Il cherche des excuses. Et il sait pas comment trouver la solution pour faire repartir cette équipe qui en a grandement besoin, parce que là c'est que la Pologne en face, hein. Faut le rappeler, hein. Tu tombes déjà contre la Belgique, bon c'est reste la Belgique qui n'est pas exceptionnelle non plus, mais au quart de finale tu peux choper contre le Portugal. T'es dans le pire parti de tableau, mais après selon Deschamps c'est pas une inquiétude, il faut battre les meilleurs. Deschamps ne s'inquiète à rien. Voilà. Ouais, pareil, ça c'est lunaire, ça c'est une déclaration, mais si tu t'inquiètes pas là maintenant, quand est-ce que tu t'inquiètes quoi? T'es inefficace,
tu proposes rien offensivement. Dans le jeu, tout le monde est perdu, ton milieu de terrain n'existe pas et se fait transpercer. Tu te crées certes quelques occasions, mais tu conclus pas. C'est terrible, c'est terrible. Louis, tu rejoins les propos de Martin à propos de Didier Deschamps sur ce qu'il a dit en conférence de presse? C'est vrai que l'excuse est assez facile de dire il y a 6 mecs d'un mètre 90, etc. Je comprends sa vision d'aller au sol, etc. Je reviens encore sur l'animation offensive. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'a pas voulu mettre un seul mec dans la surface. Il avait tellement peur de la taille des Polonais qu'il n'a pas voulu. Et donc, ça combiné sur le côté avec Barcola et Mbappé, on a vu qu'il y avait des différences et que ça faisait quand même mal. Mais du coup, Dembélé, il était de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faisait de l'autre côté? Il y avait un tellement grand écart. Demande-lui de se réaxer. Il n'y a personne face à la cage. Je ne sais pas si on s'est rendu compte que dans notre animation offensive, il n'y a personne face à la cage. Dans le passé, les coups de pied arrêtés, les jeux de tête, ça a fait la force de cette équipe de France. On se rappelle 2018, la Belgique, le Uruguay, de tête de Varane. Avec les joueurs qui sont plus dans le groupe aujourd'hui, t'as pas non plus perdu des joueurs de 2m20. Non, Saliba par exemple. Ouais, t'as des mecs de. Mais même, Giroud là, il a pas joué tout le match, mais tu peux faire des choses autour de ces joueurs, surtout que t'as des gens qui ont une patte dans cette équipe. Bon, là, il y avait pas Griezmann pour tirer les coups de pied arrêtés, donc il met Dembélé. Je peux comprendre que c'est un petit peu plus compliqué de la mettre comme il faut. Mais tu dois faire mieux et c'est pas une excuse, sachant que quand t'es l'équipe de France et que dans le jeu, t'es pas exceptionnel, tu comptes sur les coups de pied arrêtés en fait. On passe à France-Belgique maintenant. Allez. Parce que c'est ce qui nous attend lundi à 18h pour ces huitièmes de finale. La Belgique, qui on l'a dit, n'a pas fait une phase de groupe exceptionnelle. Pour preuve, les supporters ont hué leurs joueurs à la fin du match face à l'Ukraine. Toute la presse belge n'arrête pas de dire que, ils sont contre leur équipe. Clairement, c'est un peu comme nous aujourd'hui. En fait, ils sont pas mieux que nous, voire même pire. Mais on se dit quand même qu'attention, et cet esprit de revanche. Et 2018 est encore en travers de la gorge des Belges. On se dit que pourquoi pas, ça peut le faire, Martin, pour les Belges. On va se faire chier dans le match. Franchement, ça fait pas rêver. Quand tu vois le niveau des deux équipes, même s'il y a il y aura des espaces. Il y aura un gros enjeu et je pense que les deux vont aller chercher la gagne. Quand tu vois le niveau qu'ils affichent, tu te dis comment on va pouvoir avoir un beau match, quoi. Même s'il y a des grands joueurs ou quoi, l'animation de ces deux équipes ne permet pas de dire c'est un match qui va faire rêver, quoi. Louis, tu rejoins aussi cet avis? Je rejoins l'avis de Martin, surtout pour la Belgique. Je suis pas sûr qu'il y aura des espaces, sachant que l'équipe de France est quand même une équipe très défensivement. Ouais. J'adore vraiment. Avec des Doku, Lukaku qui demande d'avoir le ballon dans les pieds souvent, ou alors qui demande en centre, etc. Mais on peut avoir Saliba en marquage sur Lukaku. J'ai peur qu'il ne fasse pas vraiment de différence, sachant que Koundé, il est pas mal dans cette compétition, donc en 1 contre 1 face à Jérémy Doku, il peut essayer de le canaliser. Moi je parlais surtout côté français, il y aura des espaces, parce que les Belges ils vont essayer de faire le jeu, et de toute façon ils peuvent rien faire s'ils ne tentent pas d'accélérer le jeu. Et côté français, il y aura bien plus d'options, je pense, et on doit donner un favori ou pas sur ce match? On le fera après pour les pronostics, on le fera en dernière partie. Juste, on rappelle quand même qu'on est face à deux équipes qui offensivement sont à la rue. On l'a vu. Pourtant, ils ont parmi les meilleurs attaquants au monde. Voilà. Et défensivement, les deux en fait sont pas si mauvais que ça. On l'a vu. D'un côté, tu as du Lukaku, Doku, De Bruyne, de l'autre, tu as Mbappé, Dembélé. Faut un peu respecter quand même. Allez, on passe maintenant au top et flop de cette troisième journée. On va revenir plus globalement sur ce qui s'est passé avec, comme on l'a dit, beaucoup de surprises, beaucoup de confirmations et de déceptions. Louis, je te laisse commencer avec tes tops avec ton équipe favorite. Enfin, ton équipe qui t'a impressionné en tout cas. L'équipe qui m'a impressionné, c'est la Slovénie. Voilà, ils se qualifient pour la première fois, comme j'ai dit juste avant, en phase d'élimination directe d'une compétition internationale. Et ils ont vraiment montré qu'ils avaient une bonne animation défensive. J'aime notamment Jaka Biol, le défenseur central de l'Udinese, qui fait un superbe Euro. Et ils vont être très très
j'ai pas envie de dire très ils vont être durs à aller chercher. C'est ça, merci. Face au Portugal, je les donne pas favoris tout de suite. Je pense que le bloc slovène va les embêter et ils ont leur carte à jouer, franchement. Donc, pour toi, ils vont titiller ces Portugais. Ils vont titiller ces Portugais. Je suis vraiment pas sûr que les Portugais arrivent à marquer. S'ils marquent d'entrée, par contre, là, ça va être. Mais je suis vraiment pas sûr. Je pense que le match va être long et que. Et tu penses qu'en transition, ils ont les capacités pour faire mal aux Portugais ? Oui, avec Sporar notamment, qui fait mal, ou même avec un Sesco. Sesco, on sait qu'avec ballon au pied, il est pas non plus dégueulasse, donc je pense que ça peut faire mal. Et ton joueur est bien connu de Lyon, on va dire. Bien connu de Lyon, bien connu de Metz, c'est Miko Tadze, le joueur de cet Euro pour l'instant, d'un point de vue statistique, meilleur buteur. C'était là lors du dernier match face au Portugal, il met un but, il met une passe D, donc il provoque un péno. Donc non, il est vraiment rentré dans son Euro, il est là et là il montre vraiment que il a de nouveau une belle cote. Il confirme sa fin de saison avec le FC Metz. Et même avec un Kvaratskhelia à côté, c'est pas lui qui attire toute la lumière. Enfin, il arrive quand même à jouer avec un mec. Cette paire-là fait mal. Hein. C'est ça, exactement. Il arrive à jouer avec un mec qui aime avoir le ballon. Donc, franchement, beaucoup de respect pour lui. Martin, quelle est ton équipe qui t'a impressionné dans cette phase, dans cette troisième journée de phase de groupe ? Moi, je dirais l'Autriche. L'Autriche parce que finit première de son groupe, finit devant la France et les Pays-Bas. Pologne du coup. Et devant la Pologne, ça c'était sûr, mais le reste c'est la surprise, mais comme on l'a dit précédemment, c'est normal, c'est logique. Ils arrivent avec beaucoup de certitude. Le boulot qui est fait par Ralf Rangnick depuis qu'il a pris la tête de ces équipes nationales est impressionnant. Le groupe que compose cette équipe d'Autriche, c'est vraiment beaucoup d'équipes de reprendre exemple là-dessus, parce que franchement leur manière de jouer, cette agressivité, ce pressing constant, cette pression et cette qualité, parce qu'il y a beaucoup de beaux joueurs de ballon dans cette équipe. Et ils n'ont pas David Alaba. Et ils n'ont même pas David Alaba derrière, ou même qui joue plus d'habitude devant en équipe nationale. Et franchement cette équipe est impressionnante, plaisante à voir jouer aussi, à part le match contre la France, les deux matchs contre les Pays-Bas et la Pologne, c'était intéressant à voir, surtout contre les Pays-Bas. Cette équipe a fait preuve de caractère, de mental, et mérite amplement sa qualification 8e. Et attention aux Autrichiens, parce qu'ils sont dans la bonne partie de tableau, et moi je les vois bien aller très très loin dans cet Euro. Demi ou quart ? Ou finale ? Pourquoi pas ? Ou titre. Ou le titre. Moi je vois bien minimum, je les vois bien aller en demi-finale, pardon. Okay. Face aux Pays-Bas, ça. Non, face, peut-être face à l'Italie ou. Et quand tu vois le niveau que l'Angleterre et l'Italie affichent, tu te dis franchement une équipe comme ça peut largement les bouger, donc pourquoi pas même aller chercher la finale. Et maintenant ton joueur dans les tops. Miko Tadze aussi, parce que franchement le niveau qu'il affiche dans cet Euro, c'est impressionnant. Beaucoup douté de sa capacité à pouvoir s'adapter dans une grande compétition et prouver au plus haut niveau. Là franchement il a fait taire les débats, hein. Le niveau technique qu'il affiche, il porte cette attaque géorgienne avec Kvara, mais franchement c'est incroyable le niveau technique qu'il a affiché mercredi soir contre le Portugal, c'était fou, hein. Franchement la conservation de ballon, les retours défensifs aussi qui ont été impressionnants, il a beaucoup aidé son équipe, et en tant que transition il a été vraiment essentiel dans le jeu de son équipe, dans la conservation. Franchement impressionnant Miko Tadze qui a élevé son niveau de jeu et qui a pris un grade en plus là. Jordan, toi, on reste aussi en Géorgie. Ouais, là, on va pas bouger. Équipe qui m'a le plus impressionné, c'est la Géorgie. Pour moi, quand tu es la Géorgie et que tu infliges 2-0 aux Portugais, équipe B, ça veut dire pas mal de choses. Et ils l'ont un petit peu dit avant quand ils ont parlé de Miko Tadze. Je tiens juste à préciser une chose, c'était le premier Euro de leur histoire, et c'est la première fois du coup qu'ils se qualifient en 8e. Oui, c'est ça, c'est une belle première. Et pareil, ils ont un gardien, j'ai adoré, Mamardashvili, qui à un moment, sur une frappe du milieu, de 25 mètres de Ronaldo, le coup franc aussi. Oui, sur le coup franc, mais à un moment, il met une claquette main opposée qui est partie pleine lucarne, exceptionnelle. Une équipe plaisante à voir, même si certains n'aiment pas les blocs bas. Moi, la manière dont en fait ils ont réussi à contrôler les jeux d'une certaine manière en déjouant, en fait j'ai adoré. Et ça me permet de faire la transition sur mon top joueur. Je voulais mettre Miko Tadze, je me suis dit c'est du 50-50 avec Kvara, j'ai choisi Kvara,
qui est le créateur, qui est ce joueur qui va porter l'équipe offensivement avec Mikotadze certes, mais c'est lui vraiment, on sent que ça repose sur lui tout de même. Et, c'est le plus expérimenté, on va dire. Et clinique, gros niveau. Ouais, clinique devant la cage, il prend de vitesse les défenseurs sur le décalage de Mikotadze. Et puis non, la petite frappe croisée, elle est sublime. Et on le sent vraiment comme un patron. Il n'a pas beaucoup d'expérience en soi en équipe nationale. Je veux dire, ils n'ont jamais fait de grosses compètes. Mais lui, son expérience, il a commencé à se la créer du côté de Naples. Et il arrive à la retransmettre dans cette équipe. Et il la partage surtout aux joueurs. C'est ça le plus important, qui eux n'ont rien. Et du coup, ça crée une émulation collective magnifique. Bon, maintenant, on va parler des choses qui fâchent, parce qu'il y a des joueurs et des nations qui ne vous ont pas plu dans cette 3e journée. Louis, je te laisse commencer avec ton joueur qui t'a fortement déçu. Il m'a pas fortement déçu, mais je m'attendais vraiment à mieux. Il fait partie de tes flops, en tout cas. Il fait partie de mes flops, c'est Kiwior. Kiwior. Autant pour moi. Donc oui, le Polonais qui m'a déçu, parce que déjà c'est lui qui provoque le penalty. Vraiment un penalty évitable. Et il n'a pas eu l'impact que j'ai pu voir face par exemple aux Pays-Bas, où là il était offensivement bien plus présent. Là je l'ai senti bridé et pas dans son match. Donc il m'a déçu tout simplement, et je m'attendais à mieux de lui, parce qu'il commence à avoir une place de plus en plus importante à Arsenal. Dans l'équipe de Pologne, en défense, ça doit être lui le patron, et j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment cette carrure, ce rôle en tout cas. Donc j'attends mieux de lui en tout cas. Et concernant ton équipe, c'est une des grandes déceptions de cet Euro. Ouais, j'ai choisi la Croatie, parce que Jordan l'avait pronostiqué lors de la première émission sur l'Euro, mais j'ai été assez déçu. Ok, ils sont dans le groupe de la mort, mais ils n'ont pas vraiment affiché le visage dont j'espérais, notamment face à l'Espagne ou l'Italie, où ils étaient... L'Albanie aussi, c'est vrai. C'est pas digne de la Croatie en tout cas. On sait que quand elle a fini 3e ou 4e, je ne sais plus, lors de la dernière Coupe du Monde, elle finit... Enfin bref. Elle finit 3e, ouais. Elle finit 3e. C'est ça, exactement, en battant le Maroc. Et du coup, moi je m'attendais quand même à mieux. Et puis j'ai pas... Ils sont au bout d'un cycle. Ils sont au bout d'un cycle, mais il y a quand même des jeunes qui arrivent. T'as du Stanisic, t'as du Gvardiol. Mais tu sens que c'est tes cadors quand même, qui sont Luka Modric. C'est vrai que quand t'as eu cette génération dorée avec Modric, Perisic, et qu'ils sont en bout de route, c'est vrai que ça fait baisser le standing, mais je m'attendais quand même à mieux. On sait que par exemple nous avec Giroud, il arrive quand même à se bonifier avec l'âge. Là, Modric, malgré son but, très très en dessous dans cette phase de groupe. Dans l'ensemble, même face à l'Italie, c'était pas grandiose. Il met son but, mais il loupe le péno avant, il porte pas son équipe, donc, alors qu'on l'attendait vraiment à un gros niveau, comme tu l'as dit. Martin, quel est ton joueur qui a le plus, on va dire, floppé dans cette phase de groupe pour toi? Bon, il y en a qui me sautent aux yeux. Dans cette 3e journée, pardon. C'est Bellingham. Franchement, il sort d'une saison incroyable avec le Real. Là, j'ai vu le match de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il a montré? Franchement, ça jouait en retrait, ça proposait rien, aucun appel, zéro. Il prenait pas de risque, pas de prise de risque. On parle d'un joueur qui doit porter sa nation. C'est avec la saison qui sort, prétendant au Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions, avec une saison incroyable comme il l'a faite. C'est pas normal. Tu dois faire partie de ces leaders-là de ton équipe, surtout dans une équipe en difficulté. Tu dois sortir la tête de l'eau et essayer d'emmener ton groupe. Et là, franchement, il est très décevant, que ce soit dans le jeu ou même dans l'implication. Tu le sens, et peut-être même un peu de fatigue. Après une saison éprouvante, franchement, Bellingham très décevant. Ouais. Et puis, on va dire que l'équipe flopesque pour toi, c'est celle que tu portes le maillot. Je pense qu'on n'en parle pas assez, franchement. Ouais, l'équipe de France. Le Deschambault, il faut arrêter. On en parle assez. Franchement, le carnage que c'est, on n'en parle pas assez. Les médias français, ça fait quand même 2 jours là, ils font tirer sur l'équipe de France. Mais c'est normal. Donc on en parle assez. Mais on devrait encore plus en faire, parce que franchement, vu comment l'équipe de France joue, c'est affolant. Je trouve que, là pour revenir enfin là je vais te défendre, mais du coup, ce que je trouve, c'est qu'on banalise tellement ces phases de groupe de Deschamps, alors qu'elles sont ignobles. Et en fait, hormis les phases d'élimination directe, sous Deschamps, tous les matchs sont ignobles à regarder. Et le pire, c'est que par rapport aux compétitions, on était rassurant, parce qu'on gagnait au moins le premier ou le deuxième match, et sur le troisième match, on l'a raté parce qu'on faisait tourner ou
quoi et on relâche les pieds. Toujours, ouais. Là, le niveau a été médiocre à chaque match. On n'a rien proposé. Tu sens qu'il n'y a aucun style de jeu, on ne ressent rien en fait, dans cette équipe. Comme tu disais, il est perdu. Les joueurs sont perdus sur le terrain, Deschamps est perdu dans ses choix, il ne sait plus quoi faire. Quand tu as des joueurs de cette qualité-là, et désolé, mais tu dois faire largement mieux. Tu dois aller taper la Pologne qui n'a plus rien à jouer, tu ne dois pas concéder ce match nul. Surtout avec ton équipe type. Contre les Pays-Bas, c'est pareil. Une équipe de Pays-Bas très affaiblie, pas au meilleur niveau. Et je trouve très dur là. Tu fais ton seul but que tu mets, c'est sur penalty. Alors, tu concèdes des matchs nuls. En fait, il y a deux choses. Il y a un très gros problème d'efficacité, d'accord. Premier match contre l'Autriche, je trouve que c'est pas un mauvais match. Non, je suis désolé, c'est pas un mauvais match. Je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur match de l'équipe de France. C'est vraiment pas un mauvais match. C'est le meilleur match de l'équipe de France parce que défensivement, on a été l'une des meilleures équipes. Mais il faut dire qu'offensivement, on a été médiocre. Le nombre d'occasions qu'on s'est procuré et tu marques sur un CSC. Ouais, mais regarde, tu gagnes 1-0. Avec le CSC et t'as deux actions où Griezmann vendange énormément. Si à la fin il y a 3-0, je pense sincèrement que vous avez plus le même discours. Et contre les Pays-Bas, c'est ça qu'on attend dans cette phase de comme je dis, il y a un gros problème d'inefficacité. C'est un peu ce qu'on reproche à non mais là c'était juste le match d'Autriche. Je pense que vous êtes très dur sur celui-ci. Que les joueurs ils arrivent pas à tirer. Par rapport à sa sélection, il met pas des tueurs sur le terrain, donc oui. Il y a qui comme tueur sur le banc? Logiquement, Giroud, mais Giroud est physiquement. Tu comptes sur Thuram, mais Thuram n'a rien fait en 23 sélections, je crois. Et au final, t'as pas de tueur devant le but. Non, mais deuxième match, on a quand même le meilleur joueur de l'équipe française et un des meilleurs au monde qui est absent. Il faut aussi le souligner. Et en face, t'as une équipe que tu dois gagner parce que si une des deux doit gagner, c'est toi. Et en fait, tu te rends compte en deuxième mi-temps qu'elle refuse le jeu. Donc c'est aussi compliqué face à des joueurs de talent quand ils refusent le jeu de faire quelque chose. Mais t'as rien proposé. Enfin, ils refusent le jeu, mais on n'était pas loin du 1-0 pour les Pays-Bas quand même. Ouais, mais t'étais pas loin aussi du 1-0 pour France. Ça peut aller dans les deux sens. Et pour revenir sur l'exemple que tu disais, si contre la France, il y a 3-0 pour l'Autriche, contre les Pays-Bas, en 15 minutes, s'il n'y a pas 2-0 pour les Pays-Bas, sans un grand Mike Maignan, c'est pas monté non plus. Et là, c'est très très inquiétant. Non, même 2-1. On oublie trop rapidement l'action de Rabiot qui hésite avec la passe de Griezmann, etc. Ça fait partie des joueurs qui ont... Mais hormis on va dire 3 grosses occasions, qu'est-ce que la France a montré? Deschamps disait défensivement on est solide, désolé. Si, il a raison. Mais première minute contre les Pays-Bas, tu prends une grosse action de Xavi Simons, s'il s'applique mieux, il cadre mieux son tir, ça fait déjà 1-0. C'est pas rassurant. C'est l'histoire du foot, les tirs cadrés, s'il n'y a pas de gardien, il y a but quoi. Tu peux pas être confiant avec ta défense quand t'as affronté l'Autriche qui t'a pas proposé énormément de choses offensivement, quand t'as affronté les Pays-Bas ou le peu de choses qui t'ont montré. Tu veux quoi de plus? Tu veux qu'on joue l'Argentine sur les 4 meilleures équipes au monde dans notre poule? Laisse-moi finir juste. Ou le peu de choses qui t'ont montré les Pays-Bas offensivement, t'étais à la rue défensivement. Excuse-moi, la première minute, Saliba est où? Hernandez est où? Hernandez contre le tir de Frimpong. Hernandez contre le tir de Frimpong les deux. La phrase est déviée par le mollet et Maignan il la ressort encore. Bref, il est complètement à la rue aussi. Et puis je suis désolé, contre la Pologne c'est pareil, jamais tu dois te prendre un péno contre la Pologne. Enfin je suis désolé, mais au bout d'un moment il y a un problème aussi. Et en plus tu dis défensivement on est bien, mais qui vient faire la faute? C'est Upamecano, une faute bête, inutile, qui sert à rien. Et là tu peux pas te dire qu'après ces 3 matchs t'es rassuré défensivement. Je serais rassuré. Personnellement je serais rassuré si on sort un match contre la Belgique. Là, on va le sortir, le match contre la Belgique. L'Autriche n'a rien proposé, tu l'as dit toi-même. Pourquoi? Parce que défensivement, on était en place. Défensivement, il y avait le bloc. Défensivement, il y avait N'Golo Kanté. J'ai l'impression qu'ils étaient très très bas et c'est pareil contre les Pays-Bas, ils ont joué 15 minutes, les Pays-Bas. Pendant 15 minutes, t'as été mal, mais le derrière du match, tu as contrôlé. Je suis désolé. Les choses où ils ont joué, t'as failli te le prendre. Et t'as contrôlé, mais t'as rien proposé. C'est ça qui est pire, parce que d'accord, tu peux être solide défensivement sur quelques matchs, mais offensivement, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien dans cette équipe. Il y a que dalle. C'est affolant. Quand tu vois des Espagnes qui sont capables de coller 3-0 contre la Croatie sans être dominant et maîtrisant bien leur match, là, l'équipe de France n'est même pas capable de mettre plus de 2 buts dans un match. C'est affolant. Moi, contre les Pays-Bas, il n'y avait pas le meilleur joueur français contre les Pays-Bas, donc offensivement, je leur accorde une réserve, il n'y avait pas une. Oui, mais dans ce cas-là, tu peux pas dépendre d'un joueur. Ce serait trop facile. On clôt le débat, on a assez parlé de l'équipe de France. C'est l'équipe de France. On devait même en parler un peu plus dans la précédente partie. Jordan, maintenant, tes flops plus rapidement. Les flops avec la nation qui va affronter notamment l'équipe de France. Alors je commence par la nation. Nation, oui, donc j'avais mis la Belgique sur ce 3e match. Je suis un peu dégoûté dans le sens où j'avais placé quelques espoirs quand même sur cette équipe au début de tournoi. Et là, le dernier match qui symbolise tout, il y a un décrochage, que ce soit entre les joueurs,
je pense que dans le groupe ça vit absolument pas bien. Ah non. Là par exemple on voit le dernier match, coup de sifflet final 0-0 catastrophique. Et ils s'en contentent aussi. Hein. Et ils s'en contentent. Le groupe qui commence à aller voir les supporters qui sont en train de les huer, et en fait De Bruyne qui les rappelle tous, qui leur dit non ils sont en train de nous huer, on se casse. C'est digne d'un capitaine ça pour toi? C'est pas digne d'un capitaine, c'est encore moins digne de Bruyne qui en plus de ça nous fait une compétition vraiment pas dingue. Bah on se dit que là s'ils sortent en 8ème ils vont pas rentrer en Belgique. Hein. Bah ça va être compliqué et ouais je sais pas pourquoi la Belgique propose si peu, à quelques hors-jeu près ils auraient mis pas mal de buts, notamment Lukaku. Il y en a qu'un qui me donne un peu d'espoir dans cette équipe, c'est Jérémy Doku, qui même lui n'a pas été flamboyant, mais on va dire c'est le seul qui apporte de l'impact dans cette équipe quoi. Et avec un peu de Carrasco aussi. Openda. Très bon, et un milieu de terrain, Onana, par Mangala parfois, je trouve ça un peu léger. Et derrière, je crois que c'est lui qui l'avait un petit peu amené, je sais plus. Allez, un motif d'espoir, c'est que ça commence à tenir, ça se trouve un petit peu, et pour moi, ils ont toujours le meilleur gardien au monde. Et un joueur qui fait partie peut-être des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Euro, des compétitions, du football, hein, tout simplement, c'est Cristiano Ronaldo, pour toi qui n'a pas été à la hauteur. Meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, mais là, ça bloque. 0 but pour CR7. Alors j'en attends plus, parce que pour moi, avec ce gars, les standards doivent toujours être très hauts. Et le problème avec Ronaldo, c'est qu'on va dire il n'a pas un profil où il va porter offensivement le jeu. Et je trouve, comme je l'avais un petit peu dit tout à l'heure, c'est un problème pour moi parce qu'il pèse énormément sur une équipe, sa présence pèse. Et j'ai l'impression que contrairement à je compare les deux parce qu'on les a toujours comparés, contrairement à un Messi avec l'Argentine, Ronaldo a plus de mal à rendre bons les autres. C'est très dur quand tu es avec Ronaldo d'être meilleur. Et j'ai l'impression que depuis le début de cet Euro, c'est même l'inverse offensivement. Les autres attaquants, Léao, je suis un peu déçu. Et je pense que la présence de Ronaldo, comme pour les Ramos, elle empathie un peu sur eux. Après, là où je vais défendre un peu le Portugal et Cristiano Ronaldo, c'est qu'on se rappelle de 2016, mais il sort dans cette finale et on voit. Il sort sur blessure. Il sort sur blessure dans cette finale et on voit les autres galvanisés. Galvanisés carrément. Donc au final, tu défends pas, tu pousses sur lui. Je défends pas. Mais là où je veux défendre, c'est est-ce qu'à la 118e, Eder il tire ou alors il essaie de trouver une solution sur CR7? Bien sûr, mais là où je veux le défendre, c'est dans le sens où il est là quand même depuis 2004. On va pas se mentir, et qu'il a quand même ramené un titre à Portugal. Oui, ça reste énorme. 2016, il est quand même là dans la phase de groupe. C'est pour ça que j'aurais aimé que là sur cet Euro, il en plante un ou deux, histoire de montrer je suis Cristiano Ronaldo. C'est la première fois en phase de poule que Ronaldo ne marque pas dans les grandes compétitions internationales comme ça. Ouais, effectivement. Sachant qu'il a plus de mal après. Cet Euro n'est pas terminé, messieurs. Il va y avoir les huitièmes de finale. Et en parlant de huitièmes de finale, on va donner nos pronos dans l'ordre, en commençant par l'équipe organisatrice. L'Allemagne face au Danemark. Vous allez juste me donner le vainqueur et le score. Et on va faire à tour de rôle. Louis, pour commencer. Je vois une victoire 3-1 de l'Allemagne. Martin. Un peu moins généreux pour les Allemands, 2-1 pour l'Allemagne. Jordan. 2-1 Allemagne avec un but dans le temps additionnel. Ok, 3-1 Allemagne. Donc je te rejoins Louis là-dessus. On passe à l'équipe que tu portes sur toi, Louis. L'Espagne face à la Géorgie. 3-0 pour l'Espagne. Ok, Martin. 2-1 pour l'Espagne. Ok, Jordan. 2-2. Oh. Prolongation. Ne me dis pas que... Prolongation, victoire 3-2 de l'Espagne. Ah, ok. J'ai cru au tir au but. Victoire 2-1 du coup de l'Espagne. Je crois que c'est Martin qui l'avait dit aussi. Le Portugal face à la Slovénie, Louis. 2-1 après prolongation pour le Portugal. Ok. Déjà 2 prolongations. Martin. 2-0 pour le Portugal. Jordan. 1-0 Portugal, but de Cristiano Ronaldo sur penalty. Magnifique. Je te rejoins Martin, 2-0 aussi pour le Portugal. Italie-Suisse maintenant. Louis, Italie-Suisse. Un beau match. Un beau match. Je vois un beau spectacle, 2-2 après prolongation et victoire tir au but des Suisses. Oh, comme en 2021 avec l'équipe de France. Martin. Moi je vois les Suisses passer sans besoin de prolongation des tirs au but contre l'Italie. Je vois 2-1 pour les Suisses. Première surprise. C'est fou. Et on parle quand même des tenants du titre. Moi je vois, quand tu vois leur phase de groupe, ils n'ont rien proposé. Ils sont restés. Ils n'avaient pas le même groupe non plus, il faut pas le louper. Oui, mais après, bon, quand même, c'est la Croatie, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas en grande forme. C'est l'Albanie. Certes, t'as l'Espagne qui t'a mis en difficulté, mais t'as rien proposé, t'es resté pendant 80 minutes dans ton but, donc non, les Italiens me procurent pas grand chose et je les vois pas aller plus loin dans ce Euro.
Jordan. 2-0 Suisse. Au revoir l'Italie. Bon, bah, du coup, je suis le seul optimiste pour les Italiens. 1-0 pour l'Italie dans les 90 minutes. Bon, France-Belgique. Là, je pense que ça va chauffer. Louis. 1-0 but Umtiti sur corner. Et pour de vrai, du coup? Pour de vrai, je vois une victoire 2-0 de l'équipe de France. Ok. Martin. Ouais, pareil, 1 ou 2-0 pour la France. Jordan. 3-1. 3-2 France. 3-2 France. Bon, eh bien c'est l'heure. C'est l'heure de vous le dire. La Belgique va passer. Je l'annonce ici. Ce mec déteste la France. Je sais qu'à la Coupe du Monde, on m'a reproché d'être très... Le nombre de choses où tu as annoncé ici, ça s'est pas produit, Corentin. Mais bien sûr. Là, je l'annonce ici. À la Coupe du Monde, j'avais été très mauvais parce qu'à chaque fois que je disais les Bleus allaient perdre, au final ça se passait. J'espère que ce sera l'inverse du coup, mais ouais, j'avoue, je vois un match nul, un partout. Et au tir au but, comme les Bleus de Didier Deschamps, enfin surtout Didier Deschamps est très buté. Donc toi tu vois Lukaku mettre un tir au but oui, avec la confiance qu'il a actuellement. Bien sûr, ouais, mais avec le niveau des Bleus au tir au but, je les vois pas passer là-dessus, donc un partout ça va. C'est mignon, hein, c'est plus Loris dans les buts. Hein. Mais je parle des tireurs. C'est Courtois aussi. Courtois il est pas là, c'est Castillo. Ah oui, pardon, il met Castillo. Dans tous les cas, je vais dire que les buteurs sont pas là et donc un partout, ça va au tir au but et la Belgique passe et donc on est éliminé. Angleterre-Slovaquie maintenant, Louis. Angleterre-Slovaquie, victoire 1-0 de l'Angleterre après prolongation. J'avais dit sur la dernière vidéo, une purge, 1-0 pour l'Angleterre. Jordan. Allez, 2-0. Bon, 3-0 pour les Anglais. Ouais, quand même. Là, on a confiance en l'attaque slovaque. L'Autriche contre la Turquie, beau match, très serré. Louis. 3-2 pour l'Autriche. Ok. Martin. 2-1 l'Autriche. Jordan. Un partout et l'Autriche gagne au pénalty. Moi je vois 1-0 pour l'Autriche. Pays-Bas-Roumanie, enfin le dernier 8ème. Louis. 2-1 Roumanie. J'ai envie d'avoir une petite surprise. Les Pays-Bas sortent en 8ème. Martin. 1-0 Roumanie. Oh. Les deux. Jordan. Un peu de respect à Virgil van Dijk s'il vous plaît. Moi je dirais 2-0 Pays-Bas. Je rajoute du respect aussi, je mets 2-0 pour les Pays-Bas et donc on va rajouter du respect à Coman en entraîneur, putain moi ça me choque. Oui, bah après ils vont sortir en quart, ça je l'annonce, mais au moins ils passeront les 8ème. Je suis choqué. Allez, pour conclure cette émission, quoi de mieux qu'un petit jeu spécial Euro. Il est né pour ça, c'est dingue. Jordan, t'as déjà fait ce type de jeu, c'est les enchères. Et donc là, vous allez me donner à votre tour le nombre de joueurs que vous allez pouvoir me citer. C'est horrible. On revient en 2016. 8ème de finale France-Irlande. Wow. Les Bleus donc s'imposent 2-1 après avoir été menés. C'était à Lyon. Et donc vous allez devoir me donner la composition de l'équipe de France lors de ce France-Irlande de 2016. Chacun vous allez me donner un nombre et c'est aux enchères, donc celui qui a le plus. Que la compo, donc il y en a qu'un qui joue à chaque fois. La compo. Il y en a qu'un qui joue à chaque fois. Et oui. Mais c'est horrible. Jordan, tu as déjà joué, en plus c'est toi qui avais joué la dernière fois. Donc, allez. Je commence ? Si tu veux, mais chacun donne un chiffre. 2. Je vais partir bas. Ouais, 3. 5. Allez, 6. Ok. Qui dit mieux ? Ouais, je vais dire 7 pour le beau jeu, mais je suis pas serein. Ne dis pas, Jordan, que tu vas tenter les 8. Bien sûr, il va tenter les 8. Je m'arrête là. Martin, pour le beau jeu. Pour le beau jeu ? 9, c'est chaud. Hein. Pour le beau jeu. Ouais, 9, vous m'avez convaincu. Ouais. 9. Jordan, pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Attention, parce que je rappelle juste, si vous me donnez pas le nombre exact, c'est ciao. Et on départage les deux qui n'ont pas répondu. Ah, on pouvait revenir après, c'était pas. Ah non, mais là, t'es cuit là. Ah non, ah, je suis fini là. Je suis mort là en fait. Est-ce que t'es sûr que tu laisses 9 ou pas ? Bah, j'ai pas le choix de toute façon. Donc, non, il a dit 9. Ok, bah alors 10. Ton maillot est 9. 10 ? Ouais, 10, bien sûr. Ok, bah je m'arrête à 10. Enfin, je laisse. Je dois en citer 10. Là, ça veut dire que 10 sur 11. Ouais. Pas le droit à l'erreur. Jordan, est-ce que t'es prêt ? Non, mais on va y aller. Allez, tu commences dans l'ordre que tu veux. Ok, Hugo Lloris. C'est bon. Antoine Griezmann. C'est bon. Varane. C'est déjà terminé. Raphaël Varane, qui n'était pas dans cette compétition. J'en avais plein. Vous allez devoir me donner le chiffre le plus proche du but irlandais. Donc le seul but irlandais du match, marqué par Robbie Brady sur penalty. Celui qui. Ah, il avait pas ouvert le score. Il avait pas ouvert le score. Il a ouvert le score, effectivement. C'est Robbie King qui l'a marqué. Robbie Brady. Je pense ça. Du coup, chacun votre tour, vous allez donner un nombre, un chiffre, et vous, c'est le plus proche. Louis. 41ème. 31ème.
Victoire de Martin, c'était à la 2e minute d'entrée de jeu. C'est honteux. Sur penalty. Voilà, du coup, Martin, tu remportes ce jeu. Ça fait plaisir. C'est un hold-up, c'est clairement un hold-up. Mais Jordan, il fallait pas en donner autant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve, nous, pour le prochain tour, donc les quarts de finale. D'ici là, portez-vous bien et régalez-vous dans cet Euro.